Callès, plus précisément Jean-Pierre Callès-Troupa, est né à Vienne en Isère le 31 août 1870. Dans sa maison familiale de Clonaz-sur-Varèse, il griffonne déjà ses premiers dessins d'enfant, loin de se douter que la rue de sa maison porterait un jour son nom d'artiste. Lors de ses études secondaires à l'Institution Robin de Vienne, ses camarades le surnomment déjà le petit artiste. En 1889, son pinceau, encore adolescent, signe Callès-Troupa l'un de ses premiers tableaux. En 1890, il entre en classe de philosophie du petit séminaire du Rondeau, situé à l'emplacement de l'actuel lycée Vaucanson de Grenoble. Rue du Vieux-Temple, le grand séminaire l'accueille ensuite. Outre sa formation théologique, il se passionne pour la musique et la peinture. Il vend déjà ses premiers tableaux. 1894, dernière année de séminaire, il commence son journal personnel qu'il tiendra régulièrement. On y retrouve décrits sans concession les gens de son entourage, quel que soit leur rang. Il manipule consciemment la médisance. En quoi consiste la médisance? La médisance consiste à faire connaître sans nécessité les fautes ou les défauts du prochain. En 1895, bien que nommé vicaire à Rives, il tient à dire sa première messe à Clonaz, par reconnaissance envers ses parents qui vivent au village de son enfance. À Rives, ses dessins vont encore du sabre au goupillon, comme sa musique ira plus tard de Wagner à Bach. En 1900, il est nommé curé de Hurtière, sur les hauteurs du Grésivaudan. Ces tableaux représentent encore des personnages, mais qui se feront de plus en plus rares, leur préférant la nature seule. Il découvre les panoramas du Grésivaudan qu'il peint classiquement, selon la méthode photographique de son maître Guétal. Du sommet d'Hurtière, il est séduit par les spectacles offerts par la nature qui seule fixera à jamais son attention. Il désire être nommé à Tencin, où la cure attenante peut abriter un vaste atelier. Il obtient en 1902 cette nomination avec l'appui du marquis de Monténard, dont l'épouse pratiquait avec l'abbé la musique et la peinture. Je jouis du bonheur d'être en plein air, devant les eaux, devant les forêts. Oh, à toute heure du jour et de la nuit, je bénis le Seigneur d'être à ton sein. Il peindra souvent face à l'église la place de Tencin, son tilleul et sa fontaine. Devant ce même site, selon les saisons ou selon ses propres états d'âme, ces tableaux traduisent différemment son émotion. Un jour, le maire fait scier sans le lui dire une branche de son tilleul jugée gênante. Courroucé, il lui en fait vertement le reproche pendant une messe. Puis calmé, il peint une place de Tencin assombrie, portant en rouge les stigmates de cet élagage. Il aime peindre vite. Il estime un tableau raté s'il n'est pas exécuté dans la journée. Incité par le peintre Charlemagne à donner de la profondeur à ses vallées, il peint au couteau, ce qui contribue à définir le style Callès. On a mettre de la pâte dedans et on ne peut pas y arriver avec ces brosses difficiles, pas d'autre chose.
Je dis, le couteau c'est compliqué, c'est compliqué. Alors je me suis souvenu qu'en effet, Courbet peignait au couteau. Un bonjour, j'ai essayé avec un tout petit couteau miniature. Oh, charmant, je les ai encore par là. Eh bien, avec ces couteaux-là, je faisais des petites touches, mais qui étaient déjà mieux que le pinceau, c'était plus épais. Puis peu à peu, je m'y suis mis. Le format de mes couteaux s'est agrandi, à mesure que le format de mes tableaux s'agrandissait. Et alors finalement, j'arrive maintenant à peindre avec de véritables toiles de maçon. Mais Au premier plan, 3 arbres, panorama apparemment anodin, mais pour Calès, un refuge de sensations enrichi par le souvenir de son compère, abbé de la Côte-Saint-André, fidèle copain de séminaire, qui venait régulièrement profiter de ses longues randonnées sous bois. Il souhaite transformer sa cure. Il négocie fermement avec l'évêché. C'est le début de ses conflits avec son évêque, qui est fâché de voir le peintre faire tort au prêtre. C'est à ses frais qu'il transforme donc sa cure. Pour ce faire, il peint et vend de nombreux tableaux. Change avec les saisons, le ciel, les nuages et la lumière et leurs reflets dans les eaux de l'Isère. Frondeur et réaliste, en réponse aux acheteurs qui discutent ses prix, il coupe le tableau en 2 et n'en donne que la moitié. Dans sa cure enfin surélevée, incluant son atelier, il s'entoure d'un Bouddha, d'un aquarium suspendu, de plantes, d'oiseaux, d'animaux originaux, tel son alligator qu'il appelle Alexandre comme son évêque. Il reçoit son alligator en main Jules Flandrin et Henriette de Loras, dont il a célébré le mariage. Au mur, une tapisserie de Flandrin. La tapisserie Flandrin est une merveille, c'est un tournant de ma vie. Lorsque j'ai pu en être acquéreur, ça a été une grande joie. Du reste, permettez, on dirait que l'atelier est fait pour se faire la tapisserie. Et la tapisserie est faite pour être dans ce coin-là. Elle est très éclairée, c'est une très belle chose de Flandrin. Ce sont 3 cavaliers avec 2 chevaux seulement. Et puis de temps en temps, monsieur, je réfléchis, somme toute, en mettant une auréole à ces cavaliers, ben, ça peut faire Saint-Georges, ça peut faire Saint-Maurice, ça peut faire tous les cavaliers religieux. Sa cure est un lieu de réception pour de nombreux amis, artistes, écrivains, peintres ou musiciens. Joyeux farceur, il affuble de son immense soutane Monsieur Farcy, petit homme boulot, célèbre conservateur du musée de Grenoble, disant une messe à Jacqueline Marval.
Quelques airs profanes sortent parfois de l'orgue de l'église. Un Bouddha trône dans son atelier. Devant l'étonnement d'un prêtre en visite, il glisse, provocateur. « Oh, vous savez, c'est un dieu comme les autres. » Il donne en offrande ses nombreux tableaux disposés tout autour de l'église, au-dessus du chemin de croix. C'est une prière, c'est une élévation de l'âme. Cette prière pourrait être aussi bien païenne que chrétienne. C'est un chantement de la nature qui me permet de chanter les louanges du Seigneur, très exaltantes auprès du Seigneur. S'il s'écarte parfois de l'exercice strict de son ministère et de ses paroissiens, ses largesses le lui font pardonner. Il offre à son église un nouveau vitrail qu'il dessine et fait exécuter par le verrier grenoblois Balmé. Ses paroissiens bénéficient de services à peu près normaux, à l'exception des bigotes abusant du confessionnal. Quelquefois, mais en vain peut-être, il va à Grenoble évangéliser les petites dames de nuit. Lorsque la luminosité est propice, il écourte ses offices pour répondre à l'appel irrésistible des chantournes de l'Isère, des sous-bois et des étangs au charme si changeant avec les saisons. Il se rend chaque jeudi à la galerie de Joseph Laforge, preneur de ses tableaux. Il apprécie l'ambiance de cette galerie. Madame Crouzet se souvient d'un conseil donné à un visiteur trop importun. Alors elle lui dit, ben voyez, prenez une feuille blanche, prenez des tubes de couleurs, vous les disposez, enfin vous les pressez sur votre toile, puis vous mettez votre cul dessus. Et votre tableau est fini. Près de Moretel-de-Maille, l'ombre de Calès plane discrètement. Il y pose souvent son chevalet pour fixer ses innombrables fonds de vallée, en faisant parfois l'église buissonnière. C'est là qu'on vient lui rappeler qu'un enterrement n'attend plus que son prêtre.
mélomane et musicien, il offre à son église plusieurs orgues, dont un du facteur Puget. Il en joue lui-même, aidé parfois d'assistance automatique, ravissant à la fois ses détracteurs et ses admirateurs. Il organise avec succès les concerts de l'église de Tencin, manifestation artistique très prisée. Lucien Mincieux, peintre, musicien et critique musical exigeant et redouté, assiste au concert. Il sait voir au-delà d'une prestation réussie de Olivier Messiaen à l'orgue, un second objectif caché, la charité. Calès est un esthète attiré par les belles choses. Il succombe au démon de la belle automobile, symbole de liberté et de modernité. Il en a eu 5 et de belles factures. Ces courses folles accompagnées de dames font jaser. L'évêque le menace d'une résidence forcée à la trappe. Mais Calès, devenu personnage public au réseau de connaissances variées, se sait intouchable. Il explore plus largement les environs de Tencin. Il s'intéresse à des sites régionaux encore plus éloignés.
Il s'équipe d'une caravane et part assisté d'un commis. Ces 6 commis successifs, tous issus de milieux défavorisés, ont depuis longtemps remplacé sa première et seule servante, trop effarouchée par son désordre. Il découvre d'autres régions de France et de l'étranger. La guerre l'immobilise à Tencin. Il exploite efficacement face à l'occupant les relations artistiques nouées jusqu'en Allemagne. Cette plaque a été érigée en souvenir d'une intervention courageuse de l'abbé Calès auprès de l'occupant qui s'apprêtait à fusiller ou déporter un groupe d'habitants de Vautravers. Je vous dis cela avec d'autant plus d'émotion que mon oncle, qui faisait partie de ce groupe d'habitants, a eu la vie sauve grâce à l'intervention de l'abbé Calès. De nombreuses expositions particulières lui ont été consacrées à Grenoble, Lyon et Cannes. En 1920, Henri Bordeaux écrit le texte de présentation de ses œuvres à Paris. Cette exposition lui assure une dimension nationale. Le musée de l'ancien évêché de Grenoble, par cette exposition temporaire, marque la première reconnaissance officielle régionale de l'œuvre de Calès. À Tencin, le souvenir de Calès sera constant. Comme vous le savez, l'église de Tencin héberge de façon permanente le musée Calès. Nous avons donc le devoir de poursuivre cet hommage culturel à cet homme, à cet artiste, dont la stature aujourd'hui dépasse largement le cadre régional. La verdeur des propos de Calès, son extravagance ont amusé son entourage, mais un peu éclipsé son œuvre. Il s'est ingénié à plaire et à déplaire jusqu'en devenir indéfinissable. Cependant, sa peinture ne souffre pas d'ambiguïté, ses couleurs sont pures, son couteau est l'outil d'un homme libre et pris d'une vraie liberté, liberté qu'il doit à sa peinture. Mais son talent, post-impressionniste, tolère avec bonheur quelques infidélités à ses chers paysages.
Callès a dédicacé fraternellement un des tableaux qu'il aimait à un prêtre qui aujourd'hui se souvient du secret qu'il lui a confié. Quand je m'installe devant un panorama que j'aime, Dieu a donné à mon œil la faculté de voir déjà mon tableau fini, et je n'ai plus qu'à l'achever. Ce prêtre, témoin de gestes charitables peu connus, a retenu qu'au-delà de l'artiste original et quelquefois fantasque, se cachait un homme d'une grande générosité. Dans le cimetière de Clonat, l'abbé Callès repose avec son père et sa mère sous une dalle préparée par lui bien à l'avance. Au-dessus de sa légion d'honneur, seule la date de sa mort restait à graver. Hyacinthe, son fils adoptif et dernier commis, ancien réfugié républicain espagnol, repose dans une tombe proche de la sienne. Les parents de l'abbé leur apportent régulièrement des fleurs. Aujourd'hui, à Tencin, sa cure a conservé son style. Ses boiseries, son escalier, la fenêtre au perché, d'où il voyait son clocher, la large baie d'où il regardait vivre la place de l'église. Ma place de Tencin qui est là. Je suis un petit peu au-dessus de la mêlée, monsieur, quand je suis à l'atelier. Je vois mes paroissiens s'agiter, mais je n'approfondis guère. Faut les laisser à leurs histoires, comme ils me laissent aux miennes, avec sympathie. Le figuier, planté par ses soins, au pied du clocher, donne aujourd'hui encore des fruits.